Albrecht Dürer. Un nom qui résonne, hein. On pense tout de suite gravure, le maître absolu, l'influence en Allemagne et même au-delà. Mais aujourd'hui, on va chercher un autre Dürer, peut-être moins connu du grand public, mais tout aussi essentiel, le dessinateur. Un créateur prolifique et d'une modernité incroyable. Alors voilà, notre exploration du jour, le dessin allemand de la Renaissance. On va s'appuyer sur une présentation qui utilise les collections de l'Ermitage. Donc, focus sur Dürer, bien sûr, mais aussi son entourage, George Pence, par exemple. Et puis, un courant artistique assez fascinant, l'école du Danube. Oui, l'idée, c'est pas juste de regarder de belles images, hein. C'est de comprendre comment il faisait ces dessins. Pourquoi? Les fonctions étaient super variées, on verra. Ça va de la note rapide au projet hyper détaillé, parfois même une œuvre finie en soi. Et puis il y a l'histoire de leur conservation. Parfois c'est une vraie aventure. Ça nous dit beaucoup sur comment on a commencé à collectionner les dessins. Pour se rendre compte, un chiffre, on a gardé presque 1000 dessins de Dürer. 1000. C'est juste énorme. Si on compare Cranach l'Ancien, c'est quoi? 150. Aldorfer, dont on va parler, 120 à peu près. Alors pourquoi Dürer? Pourquoi autant de dessins sauvés? Ah, là on touche à Duret lui-même, sa personnalité et sa conscience de son propre travail. C'est assez nouveau pour l'époque. Il ne voyait pas ses dessins comme juste des brouillons achetés. Non, pour lui, ça avait une valeur. Il les gardait, il notait des choses dessus, la date, le contexte. C'est presque un archiviste de son propre travail. Il sentait déjà que c'était important, que ça pouvait être une œuvre en soi. C'est très Renaissance, cette conscience de soi, et ça change tout pour la conservation. Et après sa mort, en 1528, c'est vrai que le destin de cette collection est assez fou. Souvent, à l'époque, tout était dispersé, vendu, mais là non. Une grosse partie est achetée par un collectionneur de Nuremberg, Willibald Imhoff. Le petit-fils de son meilleur ami, c'est ça? Pirkheimer. Exactement. Et Imhoff, chose varissime au XVIe siècle, y fait un inventaire. Plus tard, une partie importante part à Prague, achetée par l'empereur Rodolphe II, et ça va devenir le cœur de la collection Albertina à Vienne. Le trésor mondial des dessins de Dürer. C'est presque un miracle que ça ait survécu comme ça. Bon, petit détail amusant pour les historiens, ou agaçant plutôt. La famille Imhoff, sans doute pour faire monter la valeur avant de vendre, a fait rajouter le fameux monogramme AD partout. Ah oui. Oui, sur des originaux qui n'en avaient pas, mais aussi sur des copies, des trucs d'atelier. L'enfer pour savoir qui a fait quoi, j'imagine. Exactement. Justement, regardons des exemples concrets. Ceux de l'Ermitage, ils viennent souvent de la collection de Brême. C'est ça, hein? Arrivé en Russie après la guerre. Alors, cette femme agenouillée en prière, c'est de la plume. Bon, l'état est pas parfait, mais le style, ça fait très Dürer, non? Vers 1505, 1510 peut-être. Et c'est drôle, on voit bien le faux monogramme un peu grossier, mais si on regarde bien tout en haut, il y a l'original, minuscule, presque effacé. Celui qui a mis le faux ne l'avait peut-être même pas vu. C'est tout à fait ça. La date est bonne. Et le style, oui, ça crie gravure. Regardez les plis du vêtement. C'est hachure, ces petits traits parallèles, croisés. C'est sa façon de penser pour la plaque de cuivre, pour le bois à graver. Très précis, très linéaire. Ça ressemble beaucoup aux saintes femmes dans ces séries gravées. Les petites passions, la vie de la Vierge. C'est une étude, mais déjà pensée pour la technique finale. On change complètement d'échelle là et d'ambiance. La série des exploits d'Hercule. Tout petit médaillon, 9 centimètres, mais une finesse incroyable. Sur papier préparé vert en plus. Et ce qui est curieux, il y en a 12 dans la série, l'Ermitage en a 6. Mais ce ne sont pas les 12 travaux classiques. D'où ça sort cette iconographie? Dürer, c'est un des premiers en Allemagne à vraiment s'intéresser à Hercule. Il revient d'Italie, il discute avec les humanistes de Nuremberg comme Pirkheimer. Même s'il ne lisait pas le latin, il avait accès aux sources, quoi. Mais pour les scènes elles-mêmes, il a dû regarder des images. On pense à des illustrations, assez simples d'ailleurs, d'une édition des Métamorphoses d'Ovide, imprimée à Venise en 1497, sauf que Dürer, il prend ça et il en fait autre chose. La complexité des poses, le dynamisme de ses corps nus masculins, c'est un de ses sujets favoris ça. La richesse des détails sur une surface si petite, c'est bluffant. On a la naissance d'Hercule, le lion, l'hydre, mais aussi des trucs moins courants, hein. La lutte contre Achélos, les colonnes d'Hercule. Vu comme c'est raffiné, on se dit que c'était pour un collectionneur, pour une Kunstkammer, une chambre des merveilles. Oui, une Kunstkammer. Exactement. C'est ce qu'on a pensé longtemps.
Mais au début du XXe siècle, un grand connaisseur, Max Friedlander, a fait une trouvaille. Il a repéré une coupe, qui était en Bohême à l'époque, avec 12 camées en coquillage, qui reprenaient pile ses dessins. Ah, d'accord. Donc c'est devenu clair, ces dessins si précieux, c'était en fait des modèles, des projets pour un artisan qui devait sculpter les camées. Donc de l'art appliqué finalement. Est-ce que ça change notre regard de savoir que ce n'était pas de l'art pour l'art? C'est une très bonne question. Pour nous, aujourd'hui, ça n'enlève rien à la qualité du dessin, bien sûr. Mais ça nous rappelle qu'à la Renaissance, la frontière entre artiste et artisan, elle était beaucoup plus floue qu'aujourd'hui. D'ailleurs, la coupe a été volée en 1920, malheureusement, mais il reste 2 camées, dont un à l'Ermitage. Ça confirme bien cette fonction première. On reste avec Duret, mais un dessin qui a l'air très différent. Cette tête d'ange, superbe. L'approche est plus douce, on dirait presque de la peinture. C'était pourquoi ça? Là, oui, on est clairement dans l'étude. Un dessin préparatoire pour un tableau. Plus précisément, un grand retable que Duret avait en tête vers 1521 quand il revient des Pays-Bas. Une vierge entourée de saints. Le projet n'a jamais été peint, mais il nous reste une vingtaine d'études comme celle-là. Et la technique est passionnante. C'est fait au pinceau fin avec des rehauts de blanc. C'est ça, sur un papier que Duret a coloré lui-même en gris. Il voulait retrouver l'effet du papier bleu de Venise, qu'il adorait, mais qui était rare en Allemagne. Alors il fabriquait ses propres papiers colorés. Malin. Mais ce qui frappe, c'est que même avec le pinceau, la ligne domine toujours chez Duret. Chaque touche est nette, définie. Ça ne se fond pas. C'est sa marque. Et petit détail, au dos de la feuille, il a gribouillé des vers, des bouts d'architecture. Ah oui. Oui, parce qu'à la même époque, il bossait sur un autre gros truc, la déco de l'hôtel de ville de Nuremberg. Les idées se mélangeaient dans sa tête. Justement, cet hôtel de ville, il a travaillé avec un jeune artiste, Georges Pensch. Arrivé à Nuremberg vers 1521, on dit souvent que c'est un élève de Duret, même si apparemment il n'y a pas de contrat d'apprentissage officiel. En tout cas, Pensch va devenir important à Nuremberg après Duret. Oui, ces histoires de contrats. Bon, face au style, ça paraît un peu secondaire, non? Prenez ce Saint-Jean l'évangéliste. L'influence de Duret, elle saute aux yeux. D'abord, la technique, le fusain, c'est Duret qui a vraiment ramené ça d'Italie et qui l'a popularisé en Allemagne, surtout pour faire des cartons. Des cartons? C'est-à-dire, Un carton, c'est le dessin préparatoire à taille réelle, échelle 1.1. Ça sert à reporter le dessin sur le panneau à peindre ou sur le mur pour une fresque. Et ce dessin de Punks, c'est exactement ça. Le carton pour le volet peint d'un retable. Et le retable, il existe toujours. Il est à Cologne. mais si certains doutent que Pence ait été vraiment l'élève de Duret, c'est basé sur quoi si le style est si proche? Ça pourrait pas être juste l'air du temps à Nuremberg? C'est une bonne remarque. L'absence de documents écrits, ça laisse toujours une marge d'interprétation, c'est sûr. Certains disent peut-être un collaborateur indépendant, ou formé ailleurs mais très marqué par Duret. C'est possible. Mais la proximité stylistique, surtout juste après la mort de Duret, et puis l'usage de techniques précises comme le carton au fusain, ça plaide quand même pour un lien très fort, un apprentissage ou une collaboration étroite. D'ailleurs, ce dessin et le retable de Cologne, pendant longtemps, on les a donnés à Duret lui-même. On les a rendus à peine après. Donc l'influence, elle est là, c'est clair. Le lien exact, ça reste un peu débattu. Incroyable histoire pour cette œuvre. Et un autre dessin de Pence, qui vient aussi de la collection Cobenzl de l'Ermitage, a eu une attribution encore plus folle, ce jugement dernier. Il a été acheté comme étant de Michel-Ange. Oui. On voit bien l'Italie, la puissance des corps, mais la composition est hyper bizarre, non? Cette vue plongeante. Oui, l'attribution à Michel-Ange, ça montre bien à quel point on trouvait son style italien. Pence a voyagé en Italie, il a même bossé à Rome chez Marcantonio Raimondi, le graveur qui diffusait Raphaël. Il y est retourné vers 1540, il a pu voir la chapelle Sixtine. D'ailleurs, certaines figures ici font un peu penser à Michel-Ange. Mais la composition, elle, est complètement folle. Oui, c'est clairement un projet de plafond. Sauf qu'au lieu de mettre le Christ juge au milieu, Pence nous met, nous spectateurs, à la place du Christ. On regarde vers le bas, la terre, les morts qui sortent des tombes, les élus qui montent sur les côtés, les damnés qui tombent dans un chaudron, et les 80 au coin. C'est spatialement hyper audacieux, presque du cinéma. Peut-être trop audacieux pour l'époque. Difficile d'imaginer un commanditaire qui accepte un plafond avec des tombes au milieu. C'est probable que ce projet, pourtant très fini, ait été refusé. Mais ça montre l'ambition de Penels. Il fera d'ailleurs un autre plafond célèbre à Nuremberg, la chute de Phaéton, avec des effets de perspective un peu similaires.
Et pour finir avec Penschrounz, ce petit dessin rond, très différent, rehaussé à l'aquarelle, le retour des fils de Jacob d'Égypte. C'est mignon, très détaillé. Oui, le format, la technique, délicate, ça fait penser à plusieurs choses. Une illustration de livre, Peut-être. ou alors, et le rond va dans ce sens, un modèle pour une petite plaquette en métal, un objet décoratif. C'était très à la mode, et Penschrounz en a fait d'autres, sur Joseph d'ailleurs. C'est une attribution assez récente, celle-là, proposée dans l'exposition qui a servi de base à nos sources. Bon, on quitte Nuremberg. Direction un autre centre artistique très actif en Allemagne du Sud, ce qu'on appelle l'école du Danube. Alors, c'est pas une école au sens strict, hein, avec un maître, des élèves. Non, pas vraiment. Le terme « école du Danube », c'est une invention d'historiens d'art, début 20e. Ça désigne plutôt un courant, une sensibilité commune à des artistes qui bossent au début du XVIe siècle en Bavière, en Autriche, le long du Danube, quoi. Leur grande nouveauté, c'est la place qu'ils donnent au paysage. Au début, c'est juste le fond, puis ça grandit, ça devient luxuriant, expressif, et finalement, ça devient le sujet principal. Sans histoire, sans personnage religieux, juste le paysage. C'est une étape clé, la naissance du paysage comme genre autonome en Occident. Et ça se passe là, en Allemagne. La figure clé, c'est Albrecht Altordoffer. Il est basé à Ratisbonne, il a même été maire de la ville. C'est lui qui peint les tout premiers paysages purs, sans figure, vers 1520. Mais en dessin, ça commence même avant. Justement, on a une nativité attribuée à son atelier. Ce qui frappe, c'est que la Sainte Famille est toute petite, dans un coin. C'est la ruine géante et le paysage qui dominent tout. Voilà, c'est typique. Le sujet religieux est presque un prétexte au décor grandiose. Altendorfer, il était aussi architecte. Il adorait ses architectures imaginaires, ses vues larges. Ici, le paysage mange presque le sujet. Et si on dit atelier et pas Altendorfer, c'est après une analyse très fine, hein, des petites différences dans les visages, la végétation, par rapport aux œuvres sûres du maître. Ça suggère la main d'un collaborateur. Et ça nous amène à un point super important pour comprendre l'école du Danube. Il produisait en atelier des dessins pour les vendre. Ces feuilles, souvent sur papier coloré comme ce brun chaud, c'était pas juste des études. C'était comme des petits tableaux sur papier, très décoratifs. Pour les collectionneurs, pour mettre au mur, un vrai marché du dessin d'art qui naît. Et ce paysage avec ruines aussi de l'atelier d'Aldorfer, ce serait ça aussi ? Un paysage pur cette fois, avec ses éléments typiques. Château perché, arbres un peu noueux, comment on sait qu'ils étaient copiés? Ah, pour celui-là, on a la preuve. Il existe une autre version quasiment identique. Ah bon? Oui, conservée au musée de Budapest. Mais elle est faite sur un papier vert. Incroyable. C'est la démonstration parfaite de cette duplication. L'atelier prenait les compositions à succès d'Aldorfer et les refaisait sur des papiers de couleurs différentes, pour varier l'offre, quoi. C'était vraiment une production pour la vente. Presque du merchandising avant l'heure. J'aurais jamais cru ça pour des dessins de cette période. C'est tout à fait ça. Ça montre qu'il y a un nouveau public pour l'art qui apparaît, des amateurs qui collectionnent le papier, et les ateliers s'adaptent. Il n'y avait pas qu'Albrecht Aldorfer. Son frère, Erhard Aldorfer, était artiste aussi. Ce paysage nocturne est très spécial, très beau. Très spécial et rarissime. D'abord le sujet de nuit, mais surtout la technique. Dessiné sur un fond préparé complètement noir. C'est presque unique pour l'époque. On connaît juste un autre exemple comparable de cette période et il a été perdu pendant la guerre. On l'attribue à Erhard par comparaison avec ses gravures. C'est une petite merveille. Un autre grand nom de ce courant, Wolf Hubert. Il travaillait à Passau. Son style a l'air un peu différent, non ? Plus nerveux peut-être, plus dessiné. Oui, Hubert, il travaille souvent sur papier blanc, sans le préparer en couleur. Et son trait est plus libre, plus enlevé. On le voit bien dans ce paysage avec pont et château. Mais, et c'est ça qui est intéressant, il fait exactement la même chose que l'atelier d'Aldorfer. Il fait refaire ses compositions pour les vendre. Ce paysage de l'Ermitage, il a un quasi-jumeau à Weimar. Les experts pensent que celui de l'Ermitage est l'original de Hubert et celui de Weimar une copie d'atelier un peu moins parfaite. Regardez aussi le cadre dessiné autour. Ça renforce l'idée que c'était vendu comme une petite image finie, prête à être regardée. On termine ce tour d'horizon avec ce paysage attribué à un certain maître PS. C'est qui ce mystérieux artiste ? C'est ce qu'on appelle un monogrammiste. On ne connaît pas son nom, mais on l'identifiait par son monogramme. Ici, PS, qu'on trouve sur ses œuvres, souvent des gravures. Et après, on regroupe d'autres œuvres qui ont le même style. Le maître PS, il a un style bien à lui, une sorte de touche bouclée, un peu nerveuse, pour faire les feuilles, les nuages. Ce paysage, rehaussé d'aquarelle, ça colle bien à ce style. Et devinez quoi ?
il a un jumeau aussi. Exactement. À Weimar, encore une fois, la ressemblance est telle qu'on se demande même si c'est pas l'artiste lui-même qui a refait sa propre composition parce qu'elle marchait bien. Ça confirme vraiment à quel point ces dessins de paysages étaient devenus des objets de collection recherchés et que ça justifiait cette production en série ou en répétition. Quel parcours, hein. On est parti des études intimes de Dürer, on est passé par les projets techniques, les cartons géants de Penz, pour arriver à cette production quasi commerciale de paysages chez les Danubiens. La richesse, la diversité du dessin allemand à cette époque, c'est vraiment saisissant. Si on devait garder quelques points forts de tout ça. 4 choses importantes. D'abord, le rôle, mais fondateur de Dürer. Pas seulement son génie, mais cette conscience de la valeur du dessin, cette volonté de le garder. Deuxièmement, la variété incroyable des fonctions du dessin. C'est un outil pour penser, un plan technique, une étape vers autre chose, mais aussi, et ça c'est neuf, une œuvre d'art finie pour le marché. Troisièmement, l'arrivée spectaculaire du paysage comme genre autonome avec l'école du Danube. Ça, c'est une vraie révolution artistique. Et enfin, tout ça nous rappelle le boulot de fourmi des historiens de l'art, hein. De vrais détectives qui déchiffrent les styles, qui démêlent les attributions, merci les monogrammes désimorphes, et qui reconstituent l'histoire de ces bouts de papier si fragiles. Et pour nous laisser avec une question. Cette habitude de collectionner les dessins que Dürer a presque initié et que des gens comme Imhoff ont suivi si tôt, est-ce que ça n'a pas activement contribué à changer le statut du dessin lui-même? En le gardant, en le mettant de côté précieusement, est-ce qu'on ne l'a pas élevé au rang d'œuvre d'art à part entière? Alors qu'au départ, c'était peut-être juste une étape de travail. Une réflexion sur comment le regard du collectionneur peut peut-être transformer l'objet qu'il regarde.